que voilà. Et donc, moi, je suis Nicolas Lambert, je suis ingénieur de recherche en sciences de l'information géographique à l'UAR Riyad, qui est une petite équipe parisienne de géomatique, où je travaille avec Mathieu Viry et Timothée Giraud qui sont dans la salle. Et cette présentation a également été réalisée avec Ronan Huisbert, qui n'est pas dans la salle, mais qui a contribué à ce travail. Et donc, je vais vous présenter un petit outil de visualisation de données, de visualisation cartographique de données, qu'on a appelé Bertin. Donc, Bertin, c'est une bibliothèque JavaScript qui permet de réaliser des cartes thématiques pour le web. Le but vraiment qui a guidé son développement, c'est de proposer un outil qui permette à des utilisateurs qui ne sont pas développeurs en informatique, voilà, notamment des étudiants en géographie, de réaliser des cartes interactives et de pouvoir glisser ça dans l'enseignement de la cartographie à l'université. Autre point de cadrage, c'est que le développement de cette bibliothèque, elle est intimement liée au développement de la plateforme de notebook observable, que peut-être vous ne connaissez pas ici, et du coup que je vais préciser un petit peu de quoi il s'agit. Donc, observable, c'est plusieurs choses. C'est une start-up qui a été fondée par Mike Bostock notamment. Donc Mike Bostock, c'est le développeur de la bibliothèque D3JS qu'il développe depuis une dizaine d'années. C'est grosso modo un millier de fonctions pour manipuler et représenter les données pour le web. Et autour de ça, c'est constitué vraiment une communauté de data visualisateurs, je ne sais pas comment on dit, des gens qui font de la data vis pour le web autour de cet outil. Et donc, lui, il a sorti ça il y a une dizaine d'années, il continue de travailler dessus, mais il s'est appuyé sur cette dynamique pour construire donc une start-up qui bâtit une plateforme de données 100% en ligne dans laquelle on va coder, construire des visualisations de données, faire interagir les utilisateurs entre eux pour voilà, constituer une communauté et faire grandir les connaissances en termes de data vis pour le web. Donc, c'est une plateforme. C'est aussi une techno open source, c'est-à-dire que ce qu'il met dans sa plateforme est aussi disponible dans d'autres outils, notamment Quarto. Et c'est avec le logiciel Quarto, moi, que j'ai réalisé cette présentation. Donc, un notebook observable, ça ressemble à ça. C'est une page web dans laquelle on va pouvoir écrire du texte au format Markdown, du HTML. On va pouvoir attacher des données ici. Et puis, on va importer des données, écrire du code qui va produire des visualisations, etc. Et on a tout un tas de choses sur la droite qui vont nous permettre de voir que tout ce qu'on écrit est versionné, donc pour revenir à une version du code antérieure. On peut importer des fonctions développées par d'autres utilisateurs sur d'autres notebooks. Donc tout ça fonctionne ensemble. On peut écrire du code à plusieurs sur un même notebook, etc. etc. Et donc moi, c'est en travaillant dans ce contexte-là, je me suis dit qu'il manquait un outil assez simple pour moi, qui suis géographe, pour faire des cartes. Alors, donc, je me suis mis au développement de la bibliothèque Bertin, sachant qu'il existait déjà beaucoup de choses pour la visualisation de données sur le web, notamment des bibliothèques comme Leaflet, Mablibre, qui sont plutôt de la carto basée sur des tuiles raster, et également plein d'autres bibliothèques type Plot, Vega, VegaLite, qui sont au départ plutôt pour la visualisation de données statistiques, pour faire des graphiques, et qui se sont ouvertes à la cartographie petit à petit en même temps que moi je travaille. Mais il n'y avait pas d'outil vraiment satisfaisant pour moi, centré sur la carto. Alors du coup, la bibliothèque Bertin, là, on en est à la version 1.7.3, donc elle est disponible sur NPM, c'est l'endroit où on stocke les bibliothèques. Donc elle s'appuie vraiment très fortement sur l'écosystème de D3JS. Et voilà, c'est un petit projet. On est 8 contributeurs, dont 6 à l'extérieur du labo. Donc, il y a quelques parties pris quand même dans le développement de cette bibliothèque. C'est qu'on fait de la carto vectorielle. C'est-à-dire la bibliothèque va produire des cartes au format SVG.
Voilà, c'est de la carto interactive. Et il y a quand même une dimension de recherche esthétique. Le but du jeu, c'est que ça ne produise pas des cartes comme au brouillon, mais que ça produise des cartes qui nous permettent de ne pas passer après coup par un logiciel de dessin assisté par ordinateur pour mettre ça dans des publis, par exemple. Et puis, on est sur le web en vectoriel, donc on écrit dans le DOM. Donc, le parti pris qui a été pris aussi, c'est que elle va plutôt mieux fonctionner sur des maillages administratifs et pas des données trop massives. Voilà. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, le but du jeu, c'est de proposer un outil avec un niveau d'abstraction assez haut qui permette à des utilisateurs non informaticiens de l'utiliser. Alors, en entrée, ce n'est pas très original. Ça va prendre des données au format GeoJSON qui contiennent et les géométries et les données attributaires. Ça prend toujours ça en entrée. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, on a souvent, nous, en France, l'INSEE qui fournit des données statistiques, l'IGN qui fournit des fonds de cartes, et puis on doit les mettre ensemble. Donc, il y a deux petites fonctions, donc match et merge, qui permettent de joindre les données. La fonction de match permettant de visualiser tout de suite la compatibilité entre les données et le fond de carte, et la fonction merge faisant la jointure pour de vrai. Ensuite, on a une fonction qui s'appelle Quick Draw, qui est juste un affichage rapide de la carte. Mais le cœur de la bibliothèque, ça va être la fonction donc Draw que je détaille ici, qui va prendre en entrée un objet JSON dans lequel il va y avoir tout un tas de choses qui vont déterminer ce à quoi va ressembler la carte. Donc, il y a deux éléments principaux. Une première entrée que j'ai appelée params, dans lequel on va définir la taille de la carte, la projection cartographique, la couleur de fond, les marges, tout un tas de choses comme ça. Et un deuxième élément, layers, dans lequel on va passer un tableau d'objets, chaque objet correspondant à une couche qu'on souhaite afficher. Et le rendu de chaque couche va être déterminé par le type qu'on va définir. Donc, bubble, simple, outline, je vais détailler ça juste après. Et l'ordre d'écriture va déterminer l'ordre d'affichage des couches, ce qu'on met au-dessus, ce qu'on met en dessous, etc. Donc, l'écriture minimale pour afficher un fond de carte avec cette fonction de draw, c'est ce qui est écrit au-dessus. On va avoir une couche, donc un tableau dans lequel on va mettre un objet dans lequel on va déterminer le fond de carte qu'on souhaite afficher. Donc, pour moi, mon fond de carte ici s'appelle World 2019 et il s'affiche dans une couleur aléatoire, etc. Voilà, dans cette bibliothèque, il y a beaucoup de choix par défaut, de choix de couleurs, d'épaisseur, etc. par défaut pour qu'elle puisse fonctionner en mettant le moins d'informations possible dedans. Donc, ça marche avec des points ou des lignes, il n'y a pas de souci. Pour mettre en page la carte, je vous l'ai dit, on va pouvoir paramétrer plein de choses. Par exemple, si à ma couche ici, cities, les points, je vais pouvoir lui dire, tiens, je change de type de symbole, j'augmente la taille des symboles, je change l'épaisseur des tracés, je change la couleur de fond. Voilà. En changeant juste certains paramètres de l'objet qui définit ma carte, je vais pouvoir fabriquer, paramétrer ma carte en utilisant les attributs qui sont disponibles au format SVG, donc faire des pointillés, changer l'épaisseur des traits, etc. Dans les paramètres généraux, c'est là que je vais définir, je vous l'ai dit, la taille de la carte, les marges, etc., la couleur de fond, qui vont me permettre de paramétrer ma carte pour avoir l'emplacement pour la légende, le bon format pour le bloc dans lequel je vais mettre la carte, etc. Pof. Dans les paramètres, c'est là aussi que je vais définir les projections cartographiques. Donc pour ça, je m'appuie principalement sur l'écosystème de D3. Donc dans les bibliothèques D3, il y a tout un tas de modules, dont D3 Géo et D3 Géoprojection, qui définissent pas mal de fonctions de projection cartographique. Donc on peut les utiliser en donnant le nom de ces projections telles qu'elles sont définies en D3 ou passer directement les fonctions qu'ils ont inventées, qu'ils ont développées. Donc voilà, il y a différents types d'affichage. Et si je choisis globe, là, j'ai un globe qui est interactif que je peux faire tourner aussi.
Dans la bibliothèque, il y a également une dépendance à la librairie Proche4.js. Donc, on peut aussi passer des projections au format Proche4. Ça marchera aussi. Ensuite, pour habiller la carte, il y a tout un tas de couches, de types de couches que je peux appeler. Je vous ai dit, le type de la couche va déterminer son affichage. Donc, le premier type qu'on peut utiliser, c'est le type outline qui va définir juste un polygone et qui correspond à la surface de la Terre dans une projection donnée. Le type geolines va afficher avec un style par défaut à chaque fois l'équateur, les tropiques, les cercles polaires. Le type graticule va afficher les lignes de longitude et latitude. Voilà, à chaque fois, on peut paramétrer tout ça. Le type waterlines, alors là, c'est purement esthétique, hein, va juste afficher des lignes comme au large du trait de côte avec un pas entre les différentes lignes, puis avec un petit effet de transparence qui s'accentue. Voilà, c'est purement esthétique. Donc, on peut faire varier la distance, on peut faire varier les styles. Et voilà. Il y a un type que j'appelais hatch. Donc, c'est juste des hachures. C'est pour donner une petite texture à la carte. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. On peut faire un ombrage sous les fonds de carte. Donc, ça, c'est le type shadow. Le type inner va permettre de faire un petit ombrage, mais à l'intérieur des pays. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les cartes d'édition, dans les atlas. Ça donne un petit effet de texture, de relief sur la carte. Donc, voilà. Dans cette bibliothèque, moi, j'ai essayé d'introduire pas mal de choses qui sont liées à l'esthétique des cartes de cette façon-là. Le type Tissot va nous permettre d'évaluer les déformations liées à la projection. Le type Scale Bar va afficher l'échelle. On a un type Minimap qui va afficher une carte de localisation, dont on peut là aussi faire varier la projection cartographique. Donc, on n'a pas forcément la même forme pour ce qui est représenté ici et ce qui est représenté sur la carte, puisqu'on n'a pas les mêmes types de déformations cartographiques. Et on peut appeler également des tuiles raster pour habiller la carte en faisant varier la résolution si on le souhaite. Et on peut clipper avec la géométrie qui nous a permis de définir l'emprise spatiale. Donc, il y a quelques serveurs de tuiles qui sont définis par défaut, mais on peut aller en appeler d'autres si on le souhaite. On peut ajouter un logo. Après, il y a tout un tas de fonctions pour ajouter des textes. Donc, par exemple, si on veut mettre le titre de la carte. Là, tac. Ah, ça, Géo, c'est cool. Bon, tant pis, je ne réécris pas. Voilà. On peut définir le titre de la carte. Le type footer va définir la source ou l'auteur, etc. On peut afficher du texte sur n'importe quel élément de la carte ou afficher des symboles, pas des symboles, des labels liés à la couche géographique concernée. Évidemment, on est dans un contexte de cartographie interactive. Donc, si au niveau d'une couche, je définis l'attribut tooltips, je vais pouvoir avoir des informations qui s'affichent sur la carte. Donc, voilà pour tous les éléments d'habillage. Je vous l'ai dit, on essaye de faire un outil qui permette de faire de la cartographie d'édition. On est en vectoriel, donc on peut faire ces cartes avec ces effets graphiques, les récupérer en vectoriel et les mettre facilement dans un bouquin. Après, il y a tout un tas de types qui permettent de représenter de la donnée statistique. Donc, je vais vous les montrer aussi, quelques-uns. Donc, par exemple, le type bubble, qui permettent de faire des symboles proportionnels. Donc, par défaut, il y a une taille, il y a une couleur par défaut, il y a une taille par défaut. Et en faisant varier le paramètre de taille, on va pouvoir changer le rendu de la carte. On a aussi le paramètre Dorling qui va permettre d'écarter les cercles. Donc, c'est référence au cartogramme de Dorling. Voilà, ça fonctionne également avec des carrés si j'utilise le type square. Et pour ce type de données, donc les données quantitatives absolues, on peut aussi avoir ce mode de représentation avec le type spikes. C'est des pointes dont on fait varier
la hauteur en fonction d'une donnée quantitative. Ici, c'est la population des différents pays. Si on a des données qualitatives qu'on souhaite représenter, dans ces cas-là, on va afficher simplement une couche et à la place de l'attribut fil qui en SVG définit juste la couleur de fond de l'objet, au lieu de mettre par exemple ici red, blue ou un code hexadécimal, on va lui passer un objet dans lequel on va dire comment on va faire varier la couleur. Donc ici, je lui dis, je fais varier la couleur selon une catégorisation, donc avec un type que j'appelais typo, sur la variable région. Et donc là, on a notre fond de carte qui s'affiche avec une carte par aplat de couleurs dont les couleurs représentent les continents. Donc on peut passer différentes palettes de couleurs ou choisir précisément les couleurs qu'on souhaite cartographier. Ça va être la même chose si on veut faire une carte choroplète avec des aplats de couleurs, mais cette fois pour des données quantitatives relatives, des données quantitatives. Et on choisit le type choro, la variable qu'on souhaite cartographier, et puis voilà, on change le nombre de classes, la palette de couleurs, on choisit les bornes et ou la méthode de discrétisation qu'on souhaite cartographier. Donc, il y en a quelques-unes qui sont implémentées. Voilà. Donc, ce code-là permet d'écrire une carte thématique interactive très facilement. On peut évidemment superposer les couches si on le souhaite. Donc, par exemple, ici, j'ai une première couche de type bubble, donc des symboles proportionnels sur la population sans couleur de fond. Et puis en dessous, les pays du monde avec une typologie sur les continents. Et tout ça se superpose parfaitement. Si je veux colorier les cercles, je mets mon objet typo ici sur les continents au niveau de l'attribut qui définit la couleur de mes cercles. Ça va fonctionner de la même façon. Ça va marcher également pour les carrés et les pointes. Ce que je fais sur la couleur de fond, je vais pouvoir le faire aussi sur les couleurs de contour. Donc, par exemple, là, je reprends ma carte de tout à l'heure, mais à la place d'appliquer ma typologie aux couleurs de fond, je l'applique à la couleur de contour. Et donc, que ce soit des pays, les contours des pays ou les cercles, ça va fonctionner. Je change l'épaisseur pour qu'on voit mieux. Donc, c'est assez flexible, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui permettent de faire des typologies, des aplats de couleurs que je peux appliquer à n'importe lequel de mes objets dans la bibliothèque. Si je veux comparer des cartes, une solution assez classique, c'est de mettre deux cartes en vis-à-vis si elles ont des ordres de grandeur comparables. Ou alors, on a également le type mushroom, champignon, qui permet de prendre en entrée deux variables quantitatives absolues et de les comparer une au-dessus, une en dessous, sous réserve qu'on les ait rendues effectivement dans le même ordre de grandeur qu'avec une légende qui ressemble à ça. Après, il y a d'autres types de représentations qui sont un peu plus, qui sont différentes. Donc, il y a le type dot density qui prend pareil en entrée un GeoJSON et une variable. Et puis, on définit la valeur du point et ça va mettre autant de points qu'il y a ici de 500 000 habitants dans le... Donc, je ne sais plus combien, je ne sais plus ce que je représente. Voilà. Et donc, on peut faire varier la valeur du point, la taille du point, et ça va marcher de cette façon-là. Donc là, les points sont répartis aléatoirement à l'intérieur de la maille. Il y a une autre méthode où les points sont empilés au centroïde du pays, puis après écartés, déformés, comme pour les cartogrammes de Dorling. Alors moi, j'ai appelé ce type dot cartogramme. J'ai soumis un papier à une revue sur cette méthode-là. Il y a beaucoup de discussions sur est-ce qu'on peut classer dans les cartogrammes ou pas. Plutôt pas. Voilà. Mais pour l'instant, ça s'appelle comme ça. Il y a aussi plusieurs méthodes où on passe par une transformation de la donnée. Donc, on réaffecte les données qui sont dans les mailles administratives en les affectant sur une grille régulière, en les répartissant au prorata de la surface intersectée. Donc, ça va permettre de passer du maillage administratif, qui est quand même
quasiment tout le temps ce que je prends en entrée, à une représentation sur une grille régulière dans la projection cartographique donnée. Donc là, on peut lui passer soit deux variables de stock, deux variables quantitatives absolues, ici PIB et population, pour récupérer un PIB par habitant. On peut passer également une seule variable ou une variable quantitative relative. Et du coup, cette méthode de transformation de la donnée va nous ouvrir à pas mal de représentations carto. Donc, par exemple, des points, une représentation par cercle régulier qui s'apparente à la méthode des points Bertin. Que je réduis un peu le truc. Et sur ces méthodes, on a également des méthodes de transformation pour écarter les cercles qui sont disponibles. Donc là, c'est un petit peu long, mais voilà. Et ça va fonctionner également sur des carrés. Ou une fois qu'on a les données sur grille régulière, on peut aussi faire ce mode de représentation en fausse 3D, où au lieu de faire varier une taille, on fait varier la hauteur d'une ligne. Et du coup, voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et il y a une fonction de lissage. Donc, par défaut, la donnée est comme ça. Et une fonction de lissage pour avoir des lignes un peu plus smooth. Pof. On a également la représentation par carte de chaleur qui va fonctionner aussi, peut-être mieux, après avoir réparti les données sur une grille régulière de cette façon-là. Après, on est dans un contexte de… Donc voilà, on a à peu près couvert les modes de représentation qui sont dedans. On est donc dans un contexte de carto sur le web. Et je vous l'ai dit, une carto qui est vraiment pensée dans l'écosystème d'Observable. Donc Observable, donc c'est du JavaScript un petit peu augmenté. Ils ont rajouté tout un tas de choses pour rendre le langage un peu plus réactif. Et ils ont ajouté notamment une instruction qui s'appelle viewOf, qui va servir en gros à proposer des outils pour interagir avec l'utilisateur, des sliders, des listes déroulantes, etc. Et du coup, moi, j'ai repris un peu cette logique dans cette librairie, ce qui fait qu'en rajoutant viewOf devant le code qui écrit ma carte, par défaut, si je passe ma souris dessus, ma carte va devenir un input pour interagir avec l'utilisateur et donc renvoyer par défaut les latitudes et les longitudes, si je mets ça au niveau de la carte en général. Si j'écris l'instruction viewOf au niveau d'une couche en particulier, quand je vais passer ma souris sur les polygones, je vais renvoyer, donc ici on le voit en bas là, la table attributaire derrière mon fond de carte, juste en rajoutant cette instruction sous réserve que je fonctionne dans l'écosystème d'Observable. Et du coup, ça va rendre assez facile en quelques lignes le fait de se dire, tiens, je passe ma souris sur un pays, puis je vais chercher, par exemple ici, la population, l'évolution de la population, et je dessine une courbe qui correspond à l'évolution de la population du pays que je survole. Alors, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, à chaque fois que je changeais quelque chose, l'ensemble de la carte était redessiné. Donc, ça fonctionne assez bien. On a vu que c'était quand même assez fluide. Je ne sais pas quelle est la puissance de cet ordinateur, mais ça fonctionne quand même pas mal. Mais je me suis dit, si les données sont un petit peu costauds quand même, si la carte est un peu lourde, le fond de carte pas trop généralisé, ça peut être quand même un frein à l'interactivité que je souhaite effectuer. Et du coup, on a plugué sur les types de couches une fonction update de mise à jour qui permet de mettre à jour seulement des éléments ciblés de la carte. Donc, par exemple, ça fonctionne comme ça. Ici, j'ai ma carte ici qui affiche une couche avec une couleur de fond et le graticule et la surface du monde. Et si je lui définis un identifiant, ici l'identifiant myLayer, je peux écrire ensuite une fonction qui va dire pour cet identifiant, pour cette couche myLayer, je vais changer la couleur de fond en lui passant une couleur. Et donc, quand je vais changer ça,
Là, je ne vais pas à chaque fois réécrire l'ensemble de la carte, mais juste l'attribut en question va être modifié. Donc ça va permettre de facilement dire on affiche, on masque des couches, ou alors de modifier n'importe quel attribut. Alors, tout n'est pas proposé dans cette fonction update, mais on peut facilement changer la taille des cercles sans que tout soit redessiné, changer la variable, faire ce genre de choses. Et le fond de carte n'est pas redessiné dans ces cas-là. Donc, le but de tout ce travail, c'est pouvoir proposer notamment aux étudiants la possibilité de réaliser ce genre de carte où avec un globe qui tourne, pouvoir changer la variable, pouvoir proposer des interactions pour explorer les données. Je leur fais faire ça dans des notebooks et ils articulent les cartes qu'ils produisent comme ça avec une rédaction, un commentaire de carte, technique, méthodo, etc. Donc sans connaître le langage JavaScript. C'est ce que je leur demande. Pour conclure, le développement est encore en cours, mais on essayait, là, ce qu'on essaye de faire actuellement, on a laissé un peu le développement de côté, mais c'est de soigner le côté documentation. Donc, on a toute une documentation où on essaye de détailler vraiment comment tout ça fonctionne. On est en train de finaliser une feuille de triche pour comprendre la philosophie de la bibliothèque en un recto verso un PDF au format recto verso. Et on a plein d'exemples de cartes qui fonctionnent en live sur la plateforme Observable pour chaque type de couche. Il y a également David Brochard qui a fait une implémentation de cette bibliothèque dans l'écosystème Python, mais elle n'est pas maintenue. Et on travaille avec Timothée Giraud notamment à une implémentation dans R sous forme de HTML widget, donc l'utilisation de la bibliothèque Bertin, mais du coup dans la syntaxe de R et l'écosystème de R. Donc voilà, donc si vous voulez essayer cette bibliothèque, ça serait chouette, comme ça vous faites remonter les bugs. et puis voilà, je vous remercie. Et sinon, la bibliothèque, la présentation est disponible en ligne si vous le souhaitez.